Au début de 1942, il devenait assez rapidement évident que le Japon atteignait les limites de son expansion à travers le Pacifique. Leur doctrine d'avant-guerre et les actions alliées montraient que de nombreuses garnisons périphériques seraient bientôt isolées lors de la contre-offensive. La campagne de Guadalcanal n'a fait que souligner cela, ainsi que les problèmes généraux liés au transport des approvisionnements par navires de surface, même de nuit. Bien que, par nécessité, des sous-marins de première ligne aient été détournés pour servir de transport improvisé lors de la campagne de Guadalcanal, le haut commandement de la marine japonaise n'était pas particulièrement satisfait ni de l'indisponibilité temporaire de ces sous-marins pour les opérations de première ligne, ni de la perte plus permanente de leur service. Cela venait souvent du fait que ces sous-marins rencontraient des forces de surface alliées cherchant à intercepter les rotations de ravitaillement. Ainsi, à la mi-1942, des travaux de conception ont commencé sur une classe de sous-marins de transport dédiés, des travaux qui allaient être étendus pour couvrir un certain nombre d'autres classes de différentes tailles, capacités et appartenances. La plus grande classe serait celle des sous-marins de type D. Malheureusement, cette désignation est aussi utilisée pour les sous-marins de poche japonais, ce qui peut prêter à confusion, mais ces navires étaient assez grands et s'inscrivaient dans la continuité des catégories A, B et C des autres grands sous-marins de la marine japonaise. Celle-ci a ensuite été subdivisée en type D1 et D2. Le type D1 déplaçait un peu moins de 1800 tonnes en surface et un peu plus de 2200 tonnes en plongée. Capable d'atteindre 13 nœuds en surface et 6,5 nœuds en plongée grâce à une paire de moteurs diesel développant 850 chevaux vapeur en surface et une puissance de 1200 chevaux pour les moteurs électriques en plongée. Au départ, après quelques débats internes, l'armement se composait d'une paire de tubes lance-torpilles à l'avant, d'un canon de pont de 140 mm et de 2 canons anti-aériens simples de 25 mm, ces derniers pouvant être rétractés pour installer des chalands de débarquement étanches et des unités de chargement montées à l'extérieur sur le pont. Cependant, après que le premier sous-marin, I-361, ait effectué ses essais en mer, les torpilles furent retirées au profit d'un espace de chargement accru et aucun autre sous-marin de type D ne serait construit avec des tubes lance-torpilles. La cargaison était répartie dans 3 zones. Un grand compartiment avant, à l'emplacement habituel de la salle des torpilles sur un sous-marin classique, et un autre à l'arrière du poste de commandement, équipé d'un convoyeur pour faciliter le transport de la cargaison. Enfin, 2 embarcations de débarquement spécialement étanches pouvaient être placées sur le sous-marin. La capacité totale de chargement était de 22 tonnes en interne, principalement dans le compartiment arrière, et 110 soldats répartis dans tout le sous-marin, mais surtout dans le compartiment avant, en plus de l'équipage de 75 hommes. Encore 60 tonnes de cargaison pouvaient être transportées à l'extérieur, soit dans les embarcations de débarquement, soit dans des caisses étanches si disponibles. Les travaux sur les sous-marins ont commencé en 1943 et tous ont été mis en service en 1944. Mais sur les 104 initialement prévus, seulement une douzaine ont été achevés, dont 7 ont été coulés en mer par les forces américaines, un autre a été coulé dans le port par des frappes aériennes, et 4 ont survécu jusqu'à leur reddition. 8 d'entre eux ont été convertis en 1945, alors que la guerre était encore en cours, pour transporter chacun 5 torpilles suicides Kai-Dix. Pour cela, ils ont dû retirer leurs canons. Celle-ci serait suivie par le type T2, une variante légèrement modifiée avec 100 chevaux de moins sur les moteurs diesel, une coque un peu plus courte mais plus profonde et un équipage réduit de 15 hommes. Son autonomie a été réduite des 2/3 par rapport au D1 passant de 15 000 milles nautiques en surface à seulement 5 000, principalement parce qu'une grande partie des réservoirs de carburant du sous-marin a été remplacée par des réservoirs scellés destinés au transport de carburant raffiné, comme le carburant d'aviation. Pour accéder à ces réservoirs, le sous-marin ne pouvait transporter qu'une seule embarcation de débarquement étanche. 6 ont été commandés, mais 4 d'entre eux ont été annulés. Un était encore inachevé à la fin de la guerre, ce qui signifie que seul le navire de tête de la classe, l'I-373, est entré en service en avril 1945 et il a été coulé exactement 4 mois après sa mise en service par l'USS Spikefish. Un développement connexe était le type SH ou la classe I-351. Ceux-ci étaient beaucoup plus grands, avec environ 3500 tonnes en surface et presque 4300 tonnes en plongée, équipés de moteurs diesel de 3700 chevaux et de moteurs électriques de 1200 chevaux, ce qui leur donnait une vitesse de 16 nœuds en surface, ou presque, et de 6,3 nœuds en plongée.
Ils devaient initialement remplacer les ravitailleurs d'hydravions en fin de guerre, en raison de la vulnérabilité des navires de surface. Ils transportaient 4 torpilles à l'avant, bien qu'aucune torpille de rechange ne soit embarquée, car celles-ci étaient censées être uniquement des armes de défense de dernier recours. Ils étaient également équipés de plusieurs mortiers de 3 pouces, car la marine japonaise manquait de canons de pont de 5 pouces, et 7 canons anti-aériens de 25 mm étaient aussi embarqués, installés en affût double et simple. Avec un équipage total de 90 personnes, dont 13 membres d'équipage aérien, ils étaient censés transporter 365 tonnes de carburant d'aviation, 11 tonnes d'eau douce et soie, 60 bombes de 550 livres, soit 30 bombes, et 15 torpilles, larguées par avion, ainsi que des fournitures générales. Cela leur permettait de servir de point de ravitaillement tout en un pour les grands hydravions opérant depuis de petits atolls et lagons. Comme pour les D-26 ont été commandés, mais seulement 2 furent effectivement mis en chantier, et seul le navire de tête de la classe, le I-351, est entré en service, ayant été converti entre-temps en sous-marin ravitailleur. Elle aurait été coulée en juillet 1945 après un peu plus de 6 mois de service actif par l'USS Bluefish. La distance entre le Japon et les bases encore tenues diminuant vite, les avancées étaient lentes et les pertes importantes. Parmi les grands sous-marins cargo, un dernier type, le type SS, ou classe H-8101, a été conçu pour une production de masse. Sous-marin modulaire entièrement soudé, il déplaçait seulement 430 tonnes en surface et un peu moins de 500 tonnes en plongée. Avec des moteurs diesel de 400 chevaux et un unique moteur électrique de 150 chevaux, il atteignait une vitesse de 10 nœuds en surface et de 5 nœuds en plongée. Un équipage de 21 hommes ne disposait que d'un seul canon anti-aérien de 25 mm pour sa défense, avec une capacité de chargement totale possible de 60 tonnes. Certains de ces sous-marins furent modifiés pour servir de mini-navires-mers aux versions moins suicidaires des mini-sous-marins japonais, étant équipés d'une grue et de 10 petites torpilles de 18 pouces dissimulées entre la coque résistante et le revêtement extérieur comme torpilles de rechange. 100 de ces engins furent commandés, mais seulement 12 furent effectivement mis en chantier dont 10 entrèrent en service et, étonnamment, tous survécurent à la guerre. L'armée impériale japonaise lança aussi sa propre ligne de développement de sous-marins de transport, créant 3 classes de petits sous-marins, dont 2 furent produites avant la fin de la guerre. Mais ce sera pour une autre fois. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour les questions du dry dock.